forme de question, de contextualiser un petit peu mon chemin professionnel, parce que je trouve que c'est intéressant, les contextes et les histoires. Et peut-être revenir sur les années 80-90, lorsque moi je me dirige donc vers la didactique du français langue étrangère, dont ma collègue Valérie Speth dit que finalement cette discipline, le FLE, s'est structurée autour de la xénophilie, c'est-à-dire l'amour de l'altérité, l'amour de l'autre. Et je trouve que c'est intéressant de revenir à ça par rapport à des choix qu'on fait, à des dispositions qu'on a, qui sont d'aller vers un métier plutôt qu'un autre. C'est à partir donc de la mise au jour de la question de l'autre, etc., dit Valérie. Mais voilà, je voulais revenir sur cette idée que moi j'ai choisi un métier qui place au cœur de son métier la relation à l'altérité et l'interculturel. Je voulais aussi indiquer que lorsque j'ai choisi de faire une maîtrise de français langue étrangère, on est dans un contexte, les années 80, création de la maîtrise de français langue étrangère 83, première marche pour l'égalité contre le racisme que Libération a appelé la marche des beurs, décembre 83. Et donc, je trouve que c'est intéressant de souligner cette articulation qui va se faire pour une génération et puis les générations suivantes, entre une vie intellectuelle, une identité professionnelle et une possibilité d'intervenir durablement contre le racisme. Voilà. Donc, des éléments comme ça fondateurs qu'on appellera des ancrages, hein, parfois dans d'autres... dans un lexique aussi d'accompagnement. Voilà, donc quelques éléments de contexte. Alors, je voulais aussi indiquer que dans les années 80-90, la relation interculturelle, elle était très structurée, l'éducation à la communication interculturelle était très structurée par l'époque de l'après-guerre, l'après-seconde guerre mondiale. Donc, on avait des projets de communication interculturelle entre les groupes, entre les classes, très structurés sur un modèle dialogique, donc de ce qu'on appelle le dialogue des cultures, avec un idéal de rencontre, hein, l'idéal de la rencontre, qui était très présent dans nos pratiques pédagogiques. Et puis on passe dans les années 2000 à quelque chose de beaucoup plus compliqué, qui est le projet d'une éducation plurilingue et interculturelle conçue sur un modèle réflexif, quasiment socio-analytique ou socio-analytique, pour des individus en situation concrète de vivre et d'agir ensemble. Ce que j'essaie de dire là, c'est que pour nous, les professionnels, il y a une époque où le projet interculturel, il est en gros assez simple. Il s'agit de former des groupes, à entrer en relation avec d'autres groupes à travers le monde et grâce à la rencontre et au voyage, à créer des liens. Donc là, il va y avoir de gros projets portés par des institutions extrêmement importantes comme l'OFAGE, par exemple, hein, l'Office franco-allemand pour la jeunesse ou d'autres. Et puis on passe, avec le soutien du Conseil de l'Europe, notamment dans les années 2000, à une éducation plurilingue et interculturelle qui doit être individualisée, d'où le développement de mes approches sociobiographiques, mais qui doit quand même contribuer à une cohésion sociétale. Voilà. Donc comment on fait pour accompagner les individus dans un projet de société reposant sur un idéal de cohésion sociale? Et ça, c'est un vrai défi, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est un vrai défi. Et cette analyse permet de comprendre pourquoi les démarches sociobiographiques que je promeus sont des démarches qui ont cette ambition un peu folle d'être à la fois des démarches qui permettent le travail de développement d'une personnalité ou d'une compétence interculturelle individuelle, mais qui permettent aussi dans les groupes de comprendre au niveau du groupe effectivement en quoi la problématique de la stigmatisation de l'un dans tel ou tel pays renvoie à la problématique de la stigmatisation de l'autre dans un autre pays, hein, puisque là on était en écho sur la question du kabyle, la question des langues régionales en France, bon, etc.
Donc voilà, donc à la fois un accompagnement individuel, mais dans une perspective sociétale, et pas du tout dans une perspective de développement personnel uniquement d'un individu posé à côté d'un autre. Voilà, donc ça c'est important d'essayer de le repérer. Oui, donc ça redit la même chose, c'est-à-dire que le projet de dialogue interculturel, qui a été beaucoup sémiotisé autour de la notion de pédagogie des échanges, était d'ailleurs à l'époque, dans les années 70-80, quand moi je me suis formée, était dissocié des questions de migration de travail. C'est-à-dire, nous, dans l'éducation, on formait à l'interculturel sans se préoccuper des mobilités liées au travail. Et voilà, je redis en fait ce que je viens de dire, hein, ça devient un projet complexe, presque paradoxal, où cette éducation doit favoriser la cohésion, mais aussi les passages entre mobilité formative et mobilité professionnelle. Et là, du coup, pour le professionnel, l'enseignant, le formateur, l'accompagnant, c'est compliqué. Hein, c'est compliqué d'associer la formation de l'individu enfin, c'est compliqué. En tout cas, c'est un changement de paradigme, de penser aussi son insertion professionnelle dans un espace mondialisé. C'est compliqué. Enfin, en tout cas, il faut des outils et des méthodes adaptées. Donc, effectivement, comme le disait Hugues, moi, les réponses, je ne les ai construites qu'en m'intéressant aux acteurs. Hein, qu'en essayant d'être attentive à ce qu'ils vivaient dans leur mobilité. Et c'est pour ça que le choix socio-éducatif qui porte mon projet, c'est le courant de l'auto-formation. C'est-à-dire, c'est inviter les apprenants à scénariser eux-mêmes leurs environnements sociaux, leur quotidienneté, à tisser, grâce à des formes sémiotiques dont j'ai un petit peu parlé, des relations entre l'ici maintenant et leur histoire dans une perspective interculturelle, voire transculturelle. Voilà. Donc la seule ressource, effectivement, que moi je puisse essayer de développer chez autrui, c'est ça. C'est de s'inscrire dans un courant, de faire ce choix socio-éducatif, qui est aussi un choix de société, qui est issu de l'éducation populaire, qui est issu sans doute aussi politiquement du mouvement de l'autogestion, même si je ne suis pas, moi, je ne suis pas familière avec ce courant de l'autogestion, je ne l'ai pas investi de manière militante, mais je pense qu'on est dans des espaces là qui ont à voir les uns avec les autres. On a beaucoup parlé lundi dernier en cours de master, on a beaucoup parlé de Paulo Freire. Et bon, voilà, on est dans des perspectives éducatives, des choix socio-éducatifs fondés sur la capacité du sujet à développer son empoderamiento, comme dit Laura, etc. Donc, on est dans ces espaces-là, donc d'ouverture à la pluralité, mais en même temps d'obsession, de bonne obsession, de créer un monde commun. Donc là, cet élément-là, je l'ai déjà donné, hein, conduire les apprenants à devenir les interprètes de leurs expériences. Donc on pourrait dire que c'est une formation aussi à l'herméneutique, hein, pour utiliser un terme que vous connaissez à Nantes dans le DU Histoire de vie avec Martine Lanibel. Voilà, comment des interprètes reliés aux autres, j'insiste. Alors, j'aime bien cette définition que donne Monsieur Mauviel de la culture, parce qu'elle est justement une définition qui problématise. La culture coïncide bien avec un système antagoniste, adaptatif, qui permet des productions nombreuses et variées, puisqu'elles s'engendrent au cours d'oscillations multiples, qui s'arrête ici ou là, entre les pôles opposés. J'aime beaucoup cette définition, elle est vraiment à méditer. Rien n'est stable, tout est en contradiction, tout est sans arrêt en train de se redéfinir à travers des productions. Et moi, ce que j'essaie de faire avec mes publics, mes étudiants, c'est ça, c'est de les amener à tester. Je disais en introduction, enfin dans mon premier exposé, être dans cette médiation entre des forces et des formes. Quelles sont les forces instituantes au sein d'un groupe?
qu'est-ce que les gens cherchent à faire et à travers quelle forme ils vont pouvoir construire leur identité professionnelle, leur pluralité, etc. Comment les choses peuvent se construire dans un processus qui reste un processus de formation.